apprentissage, on va dire, des outils mathématiques nécessaires à l'enseignement de la physique, on va aborder cette fois-ci la question de la différentielle dans cette deuxième partie. Alors l'idée celle-ci, c'est que si on trace la courbe représentative d'une fonction, au voisinage par exemple d'un point d'abscisse A et d'image par la fonction f de A, eh bien on a ce point-là. On peut tracer la tangente en ce point-là, et puis ensuite, on peut se dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se place à droite de ce point-là, c'est-à-dire à une distance delta x, et donc on se place au point d'abscisse A plus delta x. Dans ce cas-là, l'image par ce point-là, c'est f de A plus delta x. Et donc l'écart entre f de A et f de A plus delta x, on va le noter, delta f, hein, c'est valeur finale moins valeur initiale. Alors, ce qui se passe, c'est que on comprend bien que si la valeur de delta x est très élevée, finalement, la valeur de delta f va être très élevée. Et puis par contre, supposons que maintenant delta x devienne de plus en plus petit. On fait tendre delta x vers 0. Auquel cas, ces deux points-là vont se rapprocher, et la courbe va ressembler de plus en plus à sa tangente. Dans ce cas-là, l'écart entre les deux fonctions va être quasiment cette distance-là. En effet, si l'on fait un développement de la fonction f au voisinage du point d'abscisse a plus delta x, en tenant compte d'un développement linéaire, enfin d'un développement limité à l'ordre 1, ça ferait f de a plus f' de a delta x. En fait, ce qu'on a écrit, c'est grosso modo l'équation de la tangente autour du point d'abscisse A. Et puis on dira simplement que si l'on calcule l'écart entre f de a plus delta x et f de a, c'est delta f, ça va être grosso modo, en première approximation, la valeur de f' de a fois delta x. En fait, c'est assez logique, parce que ça veut dire que si delta x est suffisamment petit, en fait, on a un triangle rectangle qui va apparaître, avec delta f ici et delta x ici, et la tangente va être la valeur de la pente de la courbe, et ça va être f' de a, en disant que f' de a va être égal à la tangente de cet angle-là, et ça va être opposé sur adjacent. Et donc c'est assez logique cette formule-là. Eh bien, si on pousse encore plus loin et on fait tendre delta x vers 0, en physique, on dira dans ce cas-là que l'on construit quelque chose qui est élémentaire, et on le notera dans toute la suite dx. On parle aussi de notation pour des éléments infinitésimales. Et on dira que dans ce cas-là, on introduit quelque chose qu'on appelle df, qui s'appelle la différentielle de f, qui est la variation infiniment petite de f, définie comme, à retenir par cœur, f de x plus dx moins f de x égale df, égale f' de x dx. Donc cette formule doit vraiment être connue par cœur. Si on y réfléchit un peu, en fait dx, ça n'est rien d'autre que la différentielle de la fonction qui a x associe x, puisque dans ce cas-là, f' vaut 1. On comprend aussi aisément que si on se déplace infiniment peu, d'un point d'abscisse x, la courbe va se confondre avec la tangente. Et dans ce cas-là, effectivement, df, ça va être cette chose-là, ça va être la variation infinitésimale, hein, ça va être une petite variation, puisque si en fait dx devient petit, on est juste à côté, et il n'y a pas de différence entre la fonction et sa tangente. Alors, c'est intéressant parce que cette écriture-là nous permet d'expliquer ce qu'on appelle la notation différentielle de la dérivée. Donc vous avez bien, si on reprend ici, que f', ça vaut df sur dx. Et en fait, cette notation est très utile puisqu'elle permet de comprendre au-dessus que f', c'est finalement le rapport entre la variation infiniment petite de la fonction f, donc df, sur la variation infiniment petite de la variable x. Ensuite, il y a une chose qui est assez remarquable, c'est que cette notation différentielle permet de revenir sur la dérivée d'une fonction composée. En effet, si j'écris que y égale f de x, sachant que x égale phi de t, tout se passe comme si j'avais en fait une fonction composée, c'est-à-dire que je pourrais écrire que y, c'est f rond phi de t. Donc tout se passe comme si on avait y égale f rond phi de t, c'est-à-dire en fait une fonction composée. Alors on sait écrire la dérivée dans ce cas-là,
et on l'écrit en mathématiques, y de t égale, donc dérivée d'une fonction composée, c'est phi prime, alors fois, eh bien f prime de phi de t. C'est la dérivée en fait d'une fonction composée. Alors si on revient un peu, eh bien c'est exactement ce qui se passe ici, puisque si on utilise la différentielle, première différentielle, la différentielle de y égale f de x, et bien dans ce cas-là c'est df égale f' de x dx, c'est la définition qui est juste avant. Ensuite, phi x égale phi' de t, ben dans ce cas-là en fait c'est la différentielle de la fonction phi, et c'est dx égale phi' de t dt. Si je regroupe tous les termes, eh bien ça me donne que dy égale f' de x, phi' de t dt, et si j'utilise la notation différentielle de la dérivée, eh bien f' de x, c'est la dérivée d'une fonction f en tant que fonction de la variable x, donc c'est ici le dy sur dx, ici hein, c'est le dy sur dx, et puis phi', eh bien c'est dx sur dt, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Et donc globalement, si on regroupe tous les termes, on voit que dans ce cas-là, dy sur dt égale dy sur dx fois dx sur dt. En fait, ce qu'on aurait pu deviner dès le départ en disant simplement que lorsqu'on manipule la notation différentielle de la dérivée, en fait on manipule une fraction avec un numérateur et un dénominateur, et on peut bien sûr simplifier par les deux dx, et vous voyez bien que c'est la même égalité des deux côtés. Et en fait, c'est bien ce que j'ai écrit juste avant, puisque quand j'écris que y' de t, j'écris en fait dy sur dt, c'est-à-dire que c'est la dérivée de y en tant que fonction de t. Quand j'écris phi' de t, c'est dx sur dt, puisque c'est la dérivée de x en tant que fonction de t. Et puis enfin, quand j'écris f' de phi, en fait c'est f' de x, c'est la dérivée donc de y en tant que fonction de x. Un exemple d'application, même si on peut le faire sans la notation différentielle, c'est de dire quelle est la dérivée de y par rapport à, quelle est la dérivée de y égale sinus de a sur x cube, sachant qu'on aurait pu écrire que y égale sinus de u, avec u égale a sur x cube. Eh bien on va dire simplement que si l'on écrit la notation différentielle de la dérivée, on dit que l'on cherche la dérivée eh bien, de dy sur dx. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur, c'est dx. Ouais, c'est ça. Et il y a une autre erreur, non c'est bon. Donc dy sur dx. Donc je cherche la dérivée de dy sur dx. Alors cette dérivée de dy sur dx, c'est la dérivée de dy sur du fois la dérivée de du sur dx. Avec, eh bien, pour dx sur du, ben c'est la dérivée de u égale a sur x cube. Donc pas de problème, la dérivée de du sur dx, alors je vais juste un peu améliorer les choses, tac, et on va mettre un espace, donc dy sur du, ça fait donc moins 3a, donc ça fait moins 3a sur x4. En fait, ça se comprend assez aisément, puisque c'est la dérivée de quelque chose qui ressemble à x puissance moins 3, donc ça fait moins 3 fois x à la puissance moins 4. Donc, c'est ce que j'ai ici. Et puis de la même manière, on peut calculer alors la dérivée dy sur du. Alors là, il faut réfléchir un peu, mais dy sur du, c'est la dérivée de y en tant que fonction de u. Donc en fait, c'est la dérivée de sinus de u. Donc dy sur du, c'est cosinus de u. Alors maintenant, on va essayer de tout écrire à la fin en fonction uniquement eh bien, de x. Et on va dire simplement que dans ce cas-là, si on regroupe tous les termes, eh bien, ça me fait
dy sur dx égale moins 3a sur x4 fois cosinus de u. Alors, le cosinus de u, je vais un peu le remplacer. Par a sur x3. Et voilà, j'ai trouvé la dérivée voulue. Et en fait, vous auriez pu obtenir le même résultat par une dérivée de fonction composée. Deuxième étape, le calcul intégral. Alors, calcul intégral, nous allons revoir quelques éléments assez simples sur les primitives. Donc on se rappelle en fait que lorsqu'on a une fonction petit f de x, eh bien on va définir une primitive, donc grand F, qui est une fonction telle que grand F' de x vaut petit f de x. Et on notera que grand F est l'une des primitives de la fonction f, puisqu'elle est définie à une constante près. Vous ferez attention à ne pas omettre l'élément dx, puisque, d'un point de vue d'un physicien, ça donne en fait une question d'homogénéité, puisque si x est une longueur, ça veut dire que petit f et grand F n'ont pas la même dimension. La dimension de grand F, ça sera la dimension de petit f fois la dimension de x. dx, c'est une petite longueur, par exemple. Et puis ensuite, on a la question de l'intégrale, qui est simplement l'évaluation de cette primitive entre deux points, et on va dire simplement que l'intégrale entre a et b, eh bien, c'est la différence entre la primitive en b moins la primitive en a. Voilà. Alors, on peut poursuivre. Cette primitive a un intérêt, cette intégrale a un intérêt, puisqu'elle permet d'évaluer ce qu'on appelle l'aire sous la courbe. On imagine la courbe représentative d'une fonction ici, entre l'abscisse a et l'abscisse b, et je cherche l'aire sous la courbe, c'est-à-dire toute l'aire qui est finalement ici. Alors c'est l'aire assurée plus les petits bouts qui sont là. Alors une bonne façon d'évaluer ça, ou plutôt d'approcher cela, c'est de dire, ici je prends par exemple, je vais diviser l'intervalle en b en 5 segments de même taille. Et je vais dire que d5, ce sera b-a divisé par 5. Alors de manière générale, si je l'avais divisé en n éléments, ça m'aurait fait b-a sur n. Le point et point est d'abscisse ici a plus d5, a plus 2d5, et ainsi de suite. Donc ce sont des points d'abscisse xk, pour k variant entre 0 et n-1, qui sont a plus k fois dk. Pardon, a plus k fois dn, excusez-moi. Et puis, je poursuis. Je dis, finalement, si je veux l'aire sous la courbe, je vais l'approcher en prenant l'aire des rectangles. Sachant que l'aire d'un rectangle, c'est hauteur fois largeur. La largeur est constante. Et la hauteur ici, c'est f de a. La hauteur suivante, c'est f de a plus d5. En fait, c'est les f des xk. Ce qui me donne une aire, lorsqu'on fait une division, lorsqu'on a n rectangles, qui est somme pour k égale à 0 jusqu'à n-1 des dn f de xk. Et puis, on comprend bien que si l'on fait un découpage de plus en plus petit, c'est-à-dire que si on fait tendre n vers l'infini, il y a de bonnes chances en fait qu'on perde de moins en moins de surface et qu'on tende bien vers l'aire sous la courbe. Et on dira donc que dans ce cas-là, la limite pour n tendant vers l'infini de a n, en fait c'est l'aire sous la courbe, et c'est exactement la valeur de l'intégrale. Alors, lorsqu'on va chercher à calculer des intégrales, en fait il faut comprendre qu'il y a des intégrales qui vont nous sauter aux yeux parce qu'on les reconnaît, mais il y a aussi des fois où en fait il y a des petites subtilités. Alors en fait déjà une première méthode d'intégration que vous n'avez peut-être pas vue, c'est ce qu'on appelle l'intégration par partie. C'est-à-dire, mettons qu'on ait deux fonctions u et v, de telle sorte que l'on cherche l'intégrale entre a et b de u' de x, v de x, dx. Dans ce cas-là, on peut faire ce qu'on appelle une intégration par partie, et on dit que intégrale entre a et b de u' v de x, dx, vaut u de x, v de x, à prendre entre a et b, moins intégrale entre a et b de u de x, v' de x, dx. Ce qu'on retient en fait souvent en disant intégrale de u'v égale uv moins uv'. Donc uv moins uv' ici, en n'oubliant pas ici le signe d'intégrale. Deuxième méthode, ça va permettre de profiter de la question de la différentielle, et ça s'appelle souvent la question du changement de variable d'intégration. Je m'explique, supposons que l'on ait une intégrale qui s'écrive sous la forme f de u de x fois u' de x dx. Alors u' de x dx, réfléchissez-y, c'est exactement ce qu'on appelle une différentielle. Quand vous avez f' de x dx, c'est df, et donc ça veut dire que si vous avez du, c'est u' de x dx. Donc ici on reconnaît du, et ici on a u. En fait cette intégrale elle peut s'écrire encore f de u du.
Et en fait, vous voyez bien qu'ici, on est passé d'une variable d'intégration qui est petit x à une variable d'intégration qui est petit u. Mais en fait, pour que ça ait un sens, quand on écrit intégrale ici entre a et b, en fait, ça veut dire x égale a jusqu'à x égale b. Comme la variable a changé, il faut aussi changer les bornes et dire que l'on passe de x égale a à u égale u de a, et x égale b, ici, ça va devenir u de x, enfin x égale, u égale u de b. Donc on change les bornes de l'intégrale pour s'adapter au changement de la variable d'intégration. On peut essayer de prendre quelques éléments, quelques exemples assez connus de primitives. Alors, on va essayer de le faire. Je vais essayer de le faire devant vous. Tout d'abord, on peut chercher une primitive. Donc la première, c'est... alors je vais un peu changer. La première primitive, c'est x puissance p dx. Alors ça, c'est assez connu, c'est un résultat qui est assez connu, hein, c'est frac 1 sur p plus 1 x puissance p plus 1. Alors, on peut vérifier que si je dérive 1 sur p plus 1 x puissance p plus 1, je retrouve bien xp. Et puis par contre, attention, il faut rajouter alors une constante d'intégration puisqu'on a cherché pour l'instant uniquement une primitive. Cette constante, vous pouvez la noter de plein de manières, constante, ou bien alpha, ou bien k, mais il faut une constante d'intégration. On poursuit. On va prendre l'exemple suivant, qui est l'exemple x puissance moins n. Alors c'est quasiment le même exemple. Concrètement, intégrale de x puissance moins n, ça revient aussi à chercher l'intégrale de x puissance n. L'intégrale, pardonnez-moi, de 1 sur x puissance n dx. Et donc il suffit de prendre p égale moins n, et donc ça fait 1 moins n sur fois x puissance 1 moins n, normalement. Voilà. C'est à peu près le même résultat, finalement, on a changé p par moins n. Ensuite, autre exemple très connu, c'est le cas d'une primitive qui est ici 1 sur x. Alors, c'est un truc intéressant parce qu'effectivement, le résultat précédent n'a de sens que pour n différent de 0, pardon, n différent de 1, puisque pour n différent de 1, ça donne un résultat qui divergerait. Ici, vous avez 1 sur n-1 qui ne marcherait pas. Donc bien sûr, dans le cas très particulier de 1 sur x, c'est un résultat qui est connu, c'est le logarithme népérien. Ensuite, le sinus et le cosinus, alors ça c'est des choses que on finit par connaître. Donc si l'on prend le cosinus, donc il faut chercher la fonction qui, en la dérivant, donne le cosinus. Alors c'est pas très compliqué, c'est le sinus. Et de la même manière, on peut chercher la fonction qui, en la dérivant, donne le sinus. Et dans ce cas-là, c'est l'opposé du cosinus. Et ça marche bien parce que la dérivée du cosinus, c'est un moins sinus, donc ça marche assez bien. Ensuite, on peut essayer de prendre maintenant la question d'une primitive de la tangente. Alors, on va essayer de l'écrire un peu différemment. Tac, ici. Alors, je vous rappelle que si on met de côté le cas très particulier de x égale pi sur 2 modulo pi, parce que vous avez une divergence de la tangente, on va le voir, la tangente est définie comme étant le rapport entre le sinus et le cosinus. Et donc, lorsqu'on cherche une primitive de la tangente, on peut réécrire le résultat, c'est-à-dire qu'on peut écrire que c'est finalement la recherche de sinus de x divisé par cosinus de x dx.
Alors maintenant, on va réfléchir un peu. Soit on voit tout de suite le résultat, c'est-à-dire que en fait, ça va donner U' sur U, c'est-à-dire en fait, ça va donner un logarithme népérien. Soit on peut utiliser ce qu'on appelle la notation différentielle et faire un changement de variable. L'idée, c'est de dire que, supposons que je note dans la suite U de x égale cosinus de x. J'ai construit quelque chose qui est une fonction eh bien, de x qui s'appelle U de x. Je peux alors écrire, eh bien, alors je vais mettre simplement un séparateur. Je peux écrire alors ce que c'est que dx, pardon, ce que c'est que du. Alors du, c'est finalement u' de x dx. C'est donc encore moins sinus de x dx. J'efface la première ligne. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Donc, je reprends le résultat précédent. En fait, ce résultat précédent peut se réécrire sous la forme, donc c'est sinus sur cosinus, donc c'est sinus de x dx sur cosinus, ce qui revient à écrire dx, pardon, du sur u. C'est exactement ça, un du sur u. Et là, on sait que primitif de d truc sur truc, primitif de dx sur x, c'est ln de x, primitif de df sur f, c'est ln de f, primitif de du sur u, eh bien, c'est logarithme népérien de u plus constante. Alors, j'ai oublié un signe moins qui traînait, tac, moins, moins. Parce qu'il y avait un signe moins qui traînait. Et puis enfin, on remplace u par son expression, c'est-à-dire cosinus de x. Alors, je vais enlever des choses. Qu'est-ce que je vais enlever? Je vais enlever ça. Voilà. Et on a trouvé le résultat. Alors, bien évidemment, ce résultat est incomplet puisque malheureusement, le cosinus est quelque chose qui peut être positif et négatif, alors que le logarithme n'accepte que des valeurs qui sont positives. Et donc, en fait, dans un vrai cours de maths, il faudrait faire différents cas. Et en fait, en réalité, ça ferait intervenir en fait une valeur absolue. Ça serait quelque chose plutôt du type moins ln de valeur absolue de cosinus. Mais là, pour l'instant, on en est encore au début. Je poursuis. Maintenant qu'on a introduit ces notations différentielles, on va très rapidement brosser quelques fonctions dont il faut connaître vraiment le comportement. Alors tout d'abord, vous devez parfaitement maîtriser les principales fonctions trigonométriques que sont cosinus, sinus, tangente et cotangente. Alors avec leur écriture à partir de l'exponentielle complexe, sachant que ce qu'on appelle la tangente est définie à partir du sinus et du cosinus, donc c'est sinus sur cos, et la cotangente est définie comme l'inverse de la tangente. Vous devez aussi vous rappeler que cos carré de x plus sin carré de x eh bien, vaut 1. On peut tracer facilement eh bien, la fonction cosinus, ici je l'ai tracée, qui est une fonction qui est paire, donc symétrique par rapport à l'axe des abscisses, qui vaut 1 en 0, qui s'annule en pi sur 2 modulo pi, et qui vaut par exemple moins 1 en pi modulo de pi. De la même manière, la fonction sinus est une fonction qui est impaire, qui vaut 0 en 0, qui vaut 1 en pi sur 2, et qui vaut d'ailleurs 1 en pi sur 2, pardon les mots, modulo de pi, qui s'annule en 0 modulo pi, et ainsi de suite. Enfin, on peut continuer avec la fonction tangente. Alors la fonction tangente, on remarque une chose, c'est que comme la fonction tangente est définie à partir du sinus sur le cosinus, et qu'on ne peut pas diviser par 0, comme le cosinus s'annule en pi sur 2 modulo pi, eh bien, ça veut dire que la fonction tangente eh bien, explose en pi sur 2. Pi sur 2, ça fait à peu près 1,57, hein, c'est 3,14 divisé par 2. La fonction explose en pi sur 2,
modulo pi. Et donc vous avez des asymptotes verticales en pi sur 2, 3 pi sur 2, moins pi sur 2. Et par contre, si on se place dans l'intervalle moins pi sur 2, la fonction est strictement bijective, strictement croissante, et elle est ici impaire. On peut aussi réfléchir à la fonction cotangente, je vous laisse y réfléchir un peu. On peut construire aussi, de la même manière que les précédentes fonctions, des fonctions qu'on appelle hyperboliques, c'est-à-dire on va non plus construire ces fonctions à partir de l'exponentielle complexe, mais à partir de l'exponentielle réelle. Alors la première fonction, c'est le cosinus hyperbolique, alors qui se note soit cosinus h de x en notation américaine, soit qui se note ch aussi. Donc vous avez les deux notations, cosinus h de x ou ch de x, et donc c'est défini comme étant exponentielle plus exponentielle de x plus exponentielle de moins x sur 2. Sinus hyperbolique, c'est défini comme étant exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2. En fait, c'est la construction de la partie paire et de la partie impaire de l'exponentielle réelle. La tangente hyperbolique est définie comme étant le rapport entre le sinus hyperbolique et le cosinus hyperbolique. On peut de la même manière réfléchir et démontrer très rapidement une formule de trigo hyperbolique qui est cos carré de x hyperbolique moins sinus hyperbolique au carré vaut 1. Il faut aussi savoir tracer ce genre de fonction très rapidement, je vous laisse y réfléchir. La fonction cosinus hyperbolique, qui est une fonction qui est une cuvette, qui ici alors explose à l'infini comme exponentielle de x sur 2 et ici comme exponentielle de moins x sur 2, qui vaut 0, enfin qui vaut 1 en 0. La fonction sinus hyperbolique qui vaut 0 en 0 et qui est impaire et qui tend effectivement vers l'infini ici et vers moins l'infini ici. Et enfin la fonction tangente hyperbolique, alors c'est une fonction qu'on sera amené à retrouver par exemple dans beaucoup de problèmes, notamment par exemple des problèmes de magnétisme, puisqu'elle permet d'expliquer le phénomène de paramagnétisme. Et l'idée c'est de dire que c'est une fonction qui est cette fois-ci bornée, puisqu'elle est entre moins 1 et 1, on dit qu'elle est saturée en physique, et elle est impaire. Troisième étape, eh bien, la question de l'équation différentielle. Dans ce cours, je vais me concentrer uniquement sur l'équation différentielle d'ordre 1. Je parlerai des équations différentielles d'ordre 2 une autre fois. On va appeler équation différentielle, de manière générale, eh bien, une équation qui relie une fonction et sa dérivée. Alors on peut commencer par un exemple assez simple qui est celui-ci. Supposons que je construise la fonction qui a x associe eh bien, exponentielle de 2x. Supposons que j'écrive maintenant sa dérivée. Alors, je vais mettre tout simplement un retour à la ligne. Donc, on constate que f', finalement, si on relie f et f', c'est pas très compliqué. On constate que f' de x, eh bien, ça vaut 2 fois f de x. Et on va même le réécrire différemment. On va dire que f' de x moins f de x, eh bien, ça fait 0. Dans ce cas-là, on a construit une équation différentielle puisqu'on démontre que la fonction f est reliée à sa dérivée par une équation qui est f' de x moins 2f de x égale à 0. Donc, continuons. On va commencer par un type d'équation très simple, qui est celui que je viens de vous présenter. Cette équation, on va l'appeler une équation d'ordre 1, puisque c'est une équation qui ne fait intervenir que la fonction et sa dérivée. Et cette équation, on va dire même qu'elle est linéaire, puisqu'elle écrit ce qu'on appelle une combinaison linéaire, c'est-à-dire que vous avez f et f' qui apparaissent directement, et pas par l'intermédiaire de leur carré, ou l'intermédiaire de leur cube, ou l'intermédiaire de leur inverse. D'accord ? Et il n'y a pas de termes croisés, par exemple, qui sont f fois f'. Et donc on va dire ici qu'on a une équation du type a fois f' plus b fois f égale quelque chose. Et bien c'est une équation qu'on appelle linéaire, comme je l'ai dit, à coefficient constant. Alors ici les coefficients a et b sont constants, avec ce qu'on appelle un second membre. Donc équation linéaire,
la question du second membre, et si le second membre est nul, eh bien on dit que l'équation est homogène ou sans second membre. Enfin, elle est ici pour l'instant à coefficient constant. De manière générale, les solutions de cette équation-là vont être écrites sous la forme une première solution plus une deuxième. La première, c'est la solution de ce qu'on appelle l'équation sans second membre, le cas où en fait où ça fait 0. Et la deuxième solution, c'est le cas de la solution particulière qui va dépendre de votre second membre, c'est-à-dire qui va dépendre de C de x. C'est dans le cas de la solution de l'équation sans second membre, on vient de voir que il y a une fonction qui marche très bien, c'est une fonction exponentielle. Alors on va essayer de reprendre ce problème-là, on poursuit, pardon. Alors on peut vérifier que ça marche bien, parce que je vous ai proposé une solution, mais on va vérifier, donc k est une constante et r est une constante. Pour vérifier que f1 est bien la solution de l'équation sans second membre, on va l'injecter. Donc on l'injecte, ça me fait a fois df1 sur dx plus b fois f1 de x égale kar exponentielle rx plus kb exponentielle rx. Et puis on va dire que l'exponentielle ne va pas s'annuler, et on va chercher des solutions non nulles. Donc en fait on va éviter le k égale à 0. Donc on simplifie par k, on simplifie par les exponentielles, et on obtient une relation entre a et b. Cette relation, on l'appelle de manière générale l'équation caractéristique. Et dans ce cas-là, r égale moins b sur a. Autrement dit, la solution que je recherchais, c'était à la constante près k, exponentielle de moins b sur a fois x. Deuxième étape, la question de la solution de l'équation sans second membre. C'est quelque chose qui est très compliqué au début de l'année, mais pour faire simple, on va retenir l'idée que la solution de l'équation... excusez-moi, je recommence ma phrase. Deuxième étape, nous cherchons la solution particulière. Eh bien, l'idée, c'est de dire que cette solution particulière va dépendre du second membre, et elle va avoir la même forme. Je m'explique. Si c de x est une constante, eh bien, on va chercher une solution second membre, particulière, qui est une constante. Si le second membre est une fonction exponentielle, on va chercher une fonction exponentielle pour f2 qui est du même argument. Donc par exemple, si le second membre c'est exponentielle de 2x, chercher f2 sous une forme k' exponentielle de 2x. Si c'est une fonction sinusoïdale, je cherche une fonction sinusoïdale. Alors, une fois qu'on a fait cela, on regroupe les deux et on obtient la solution complète. Et il y a une troisième étape dont je n'ai pas parlé, qui est que l'on peut rajouter ce qu'on appelle une condition à notre solution globale, et je vais en parler dans quelques instants. Donc voilà, je vais prendre un exemple qui est celui-ci. Je dis voilà, je cherche la solution de l'équation, f' moins 2f égale 5, et j'impose que la solution globale vérifie f de 0 égale moins 2. Première étape, je cherche la solution de l'équation homogène, de l'équation sans second membre, c'est-à-dire que je remplace le 5 par un 0. Je sais que c'est une solution qui s'écrit sous la forme k exponentielle, alors alpha x. J'injecte cette solution dans l'équation homogène, et j'obtiens alpha moins 2 égale à 0. Alpha égale à 2, j'ai trouvé la solution à une constante ici d'intégration près. Deuxième étape, la solution particulière. Il se trouve que le second membre est une constante. Je vais chercher une constante. L'idée c'est que j'ai l'équation f', donc c'est f' de x moins 2f de x égale 5. Je cherche une solution f2 qui va être une constante. Je vais l'appeler pour l'instant k'. Pour vérifier que f2 fonctionne, je vais injecter f2 dans l'équation. Et donc la dérivée d'une constante c'est 0, moins 2 fois k' égale 5. Traduction, k' égale moins 2 cinquièmes. Moins 5 demi, je vais y arriver. Voilà, on a obtenu, maintenant si l'on regroupe les deux, on obtient la solution particulière, on regroupe les deux, ça nous donne quelque chose que les matheux appellent la solution générale de l'équation. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez qu'il y a une constante d'intégration, une indétermination, et vous allez trouver ce qu'on appelle l'ensemble des solutions de cette équation différentielle, tant que l'on n'impose pas une condition.
Mais si on impose une condition, c'est-à-dire que si on veut par exemple que f de 0 égale 2, égale moins 2, bah on l'impose, on dit bah voilà, f de 0 égale moins 2, bah je remplace, ça fait k exponentielle de 0, ça fait k, moins 5 demi égale moins 2, donc k égale 1 demi. C'est donc que la solution finale, c'était en réalité 1 demi de l'exponentielle de 2x moins 5 demi. Troisième étape, enfin pardon, autre équation différentielle, excusez-moi, c'est ce qu'on appelle en fait les équations à variables séparables. C'est quelque chose qui est très affectionné par les physiciens. Alors, vous pouvez lire en fait ce petit élément-là. Je propose de le faire directement sur un exemple qui va être celui-ci. Et je vais un peu le détailler. Je vais peut-être changer d'exemple. Alors, je vais changer d'exemple par rapport à celui-là. Je vais faire un autre exemple. Vous pouvez lire cet exemple-là. Je vais en faire un autre. On va essayer d'improviser. Supposons que l'on cherche une équation, on ait une équation différentielle qui est celle-ci. Deux f' de x plus f carré de x égale à 0. Alors déjà, on va essayer de dire qu'est-ce que c'est que comme équation. Alors c'est une équation différentielle qui est d'ordre 1, puisqu'elle fait apparaître uniquement la fonction et sa dérivée. Cependant, elle n'est pas linéaire, puisqu'il apparaît non pas f et f' sous la forme d'une somme, ou d'une différence, mais en fait il apparaît f carré. Et donc, cette fois-ci, retenez bien que si l'équation n'est pas linéaire, et ça c'est très important, la solution, dans ce cas-là, n'est pas une exponentielle. Et ça j'insiste, ça n'est pas une exponentielle. Par contre, on va essayer de profiter de la notation différentielle de la dérivée. C'est-à-dire que je vais écrire que ça... Alors, on va essayer de retrouver l'écriture. df sur dx. Donc j'ai cette écriture-là. Alors cette équation, je vais un peu la réécrire, c'est-à-dire que je vais faire passer le terme ici, je vais faire passer de l'autre côté, comme ceci. J'ai une erreur, voilà. Bon. Et ce que je vais faire, c'est que, et c'est là pour ça que ça s'appelle comme ça, on va faire une séparation des variables. On va faire en sorte que, on va se dire finalement qu'il y a deux variables. Il y a la variable f et la variable x. On va mettre à gauche tout ce qui est en f et à droite tout ce qui est en x. Et profiter de ce que la notation différentielle, c'est une fraction. On peut séparer df de dx. On obtient donc ceci. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dire en fait que j'ai l'égalité entre deux notations différentielles, et je vais en profiter pour prendre le symbole d'intégration des deux côtés. Ensuite, je vais faire justement cette intégration-là. Alors j'enlève la première ligne. Je sais calculer une primitive de dx. C'est x, à une constante près. Et je sais calculer une primitive de df sur f carré. Alors une primitive de df sur f carré, c'est à un signe près moins 1 sur f. Alors je vais même écrire moins 1 sur f de x. Voilà, j'ai terminé, j'ai trouvé la solution. Alors je vais un peu la réécrire. Dans ce cas-là, alors le 2, je peux le mettre là. Donc moins 2. Et donc si je prends l'inverse et que je divise par... si je prends l'inverse et que je divise par moins 2, ça me fait encore, si je ne me trompe pas, alors je vais improviser, moins 1 demi, 2, frac... on avait dit x plus constante.
Est-ce que je me suis trompé? Ouais, je me suis trompé, j'ai fait une petite erreur. Voilà. Voilà. Et j'ai trouvé donc la solution. Alors bien sûr, la constante peut être déterminée par une condition supplémentaire. Voilà. Je vous propose de nous arrêter ici. Nous reprendrons, on fait une petite pause et on reprendra pour expliquer deux, trois choses sur les vecteurs. Je vous remercie.